Il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté publiquement, quelque chose qui m'a hanté pendant des mois et que j'ai longtemps hésité à partager parce que ça me faisait honte. Honte de ne pas avoir su, honte de ne pas avoir vu les signes, honte d'avoir failli mourir à cause d'une ignorance que j'aurais pu éviter. Mais aujourd'hui, je me dis que si mon histoire peut sauver une seule vie, alors ça valait la peine de la raconter. Et je veux que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, parce que ce que je vais te révéler concerne peut-être quelqu'un dans ta famille en ce moment même. Peut-être toi-même sans que tu le saches encore. Ça s'est passé un mardi soir ordinaire. J'avais mangé, je me sentais un peu fatigué, ce qui m'avait semblé tout à fait normal après une longue journée de travail. Mais vers 22 h, quelque chose a changé. J'ai commencé à ressentir une douleur bizarre dans l'estomac, pas exactement une douleur, plutôt une sensation de brûlure, comme si quelque chose de chaud se diffusait de l'intérieur. J'ai pensé à une simple indigestion, j'ai bu un verre d'eau et je me suis allongé. Puis les nausées sont arrivées, puis les vertiges. Et là j'ai commencé à transpirer abondamment, pas à cause de la chaleur, non c'était une transpiration froide, poisseuse, qui collait mes vêtements à ma peau. Mes mains ont commencé à trembler, ma vision s'est brouillée légèrement, et à ce moment précis, j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que j'avais consommé du poison. Pas parce que quelqu'un avait voulu me faire du mal, pas parce que j'avais fait quelque chose d'irresponsable, mais simplement parce que j'ignorais certaines choses fondamentales sur ce qui peut devenir toxique dans notre alimentation quotidienne, dans nos maisons, dans notre environnement immédiat. Et cette ignorance a failli me coûter la vie. Ce soir, dans cette vidéo, je vais tout te raconter. Mais je vais te parler de ce qui s'est passé cette nuit-là, de ce qui m'a sauvé, et surtout je vais te donner toutes les informations que j'aurais aimé avoir avant que ça arrive. On va parler de ce qu'est réellement un poison, comment il entre dans notre corps parfois à notre insu, quels sont les signes qui doivent alerter immédiatement, et surtout quoi faire dans les premières minutes qui suivent une intoxication, parce que ces premières minutes peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais aussi te révéler les erreurs que la plupart des gens commettent quand ils pensent qu'ils ont été empoisonnés. Des erreurs qui aggravent souvent la situation au lieu de l'améliorer. Avant de commencer, je veux juste te demander une chose. Si tu penses que cette vidéo pourrait être utile à quelqu'un que tu connais, partage-la maintenant. Ne l'oublie pas à la fin. Partage-la maintenant pendant que tu y penses. Parce que cette information peut littéralement sauver une vie. On a tous des proches qui mangent des choses sans se poser de questions, qui utilisent des produits ménagers sans précaution, qui font confiance à des plantes sans en connaître les effets réels. Cette vidéo est pour eux aussi. Oh, très bien. Alors commençons par le début. Pour comprendre ce qui m'est arrivé et ce qui pourrait arriver à n'importe qui parmi vous, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement un poison. Et je dois te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. La notion de poison est beaucoup plus large que ce que la plupart d'entre nous imaginons. Quand on entend le mot poison, on pense généralement à quelque chose qu'un ennemi glisse dans votre verre, ou à une substance chimique dangereuse dans un laboratoire, ou encore à un serpent venimeux dans la jungle. Mais la réalité est infiniment plus proche de nous, infiniment plus quotidienne, infiniment plus insidieuse que ça. Un poison, dans sa définition la plus fondamentale, est toute substance qui, introduite dans un organisme vivant en quantité suffisante, est capable de troubler ou de détruire les fonctions vitales de cet organisme. C'est la définition médicale et elle est importante parce qu'elle nous dit deux choses essentielles. Premièrement, c'est une question de quantité. L'eau peut être un poison si tu en bois suffisamment en peu de temps, un phénomène connu sous le nom d'hyponatrémie de dilution. Le paracétamol, ce médicament banal que tout le monde a dans sa pharmacie, peut détruire ton foie irrémédiablement si tu en prends trop. Le sel de cuisine peut tuer un nourrisson si on lui en donne une quantité excessive. Donc la première leçon, c'est que presque tout peut devenir un poison selon la dose. Deuxièmement, la définition dit bien toute substance, pas seulement les produits chimiques synthétiques, pas seulement les venins animaux, pas seulement les substances illégales. Toute substance. Ça inclut des aliments naturels, des plantes médicinales, des minéraux, des moisissures, des bactéries, des métaux lourds. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et vraiment dangereuses pour ceux qui ne le savent pas. Il y a un toxicologue suisse du XVIe siècle qui s'appelait Paratels, et il a dit quelque chose que tous les médecins, tous les pharmaciens, tous les toxicologues modernes te confirmeront. Il a dit que c'est la dose qui fait le poison. Cette phrase, prononcée il y a 500 ans, reste l'un des principes fondamentaux de la toxicologie moderne. Et si on comprend vraiment cette phrase, on commence à voir le monde d'une manière différente. On commence à comprendre que le danger n'est pas toujours là où on le cherche. Alors maintenant, parlons de quelque chose qui va peut-être te mettre mal à l'aise. Parlons des sources d'empoisonnement accidentelles les plus courantes. Pas les empoisonnements criminels,
Pas les tentatives délibérées, mais les empoisonnements que des gens ordinaires comme toi et moi subissent sans le vouloir, sans le savoir, dans leur vie de tous les jours. Et il y en a beaucoup plus que tu ne le penses. Et la première source, et de loin la plus répandue dans le monde entier, c'est l'alimentation. Je parle de ce que tu manges. Oui, de ce que tu mets dans ton assiette. L'intoxication alimentaire est tellement commune qu'on en parle souvent comme d'une chose banale. On dit « j'ai eu une intoxication alimentaire, j'ai vomi 2 ou 3 fois, c'est passé ». Mais la réalité est que certaines intoxications alimentaires tuent des gens chaque année, et que même celles qui ne tuent pas peuvent laisser des séquelles durables sur tes organes, particulièrement les reins et le foie. Parlons d'abord des bactéries. Les 2 grands coupables que tout le monde connaît de nom mais dont peu de gens comprennent vraiment le fonctionnement sont la salmonelle et le staphylocoque doré. La salmonelle, on la retrouve principalement dans les œufs crus ou mal cuits, dans le poulet insuffisamment cuit, dans certains produits laitiers non pasteurisés et dans les fruits et légumes contaminés. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la salmonelle ne produit pas toujours une odeur ou une apparence anormale dans les aliments. Un œuf peut être infecté par la salmonelle et paraître absolument normal à l'œil, au nez, au goût. C'est pour ça que c'est si dangereux. Tu ne peux pas toujours détecter la présence de cette bactérie avec tes sens. Les symptômes d'une salmonellose apparaissent généralement entre 6 et 72 heures après l'ingestion, et ils comprennent des diarrhées souvent sanguinolentes, des vomissements, une fièvre pouvant dépasser 39 degrés, des crampes abdominales sévères. Dans les cas graves, particulièrement chez les personnes âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées, la salmonellose peut être fatale. Le staphylocoque doré est encore plus pernicieux dans un certain sens, parce que ce n'est pas la bactérie elle-même qui pose problème dans l'alimentation, mais les toxines qu'elle produit. Et voici ce qui est vraiment important à comprendre. Ces toxines sont thermostables. Ça veut dire que même si tu fais cuire un aliment contaminé, même si tu tues la bactérie par la chaleur, les toxines qu'elle a produites avant la cuisson restent intactes et continuent d'être dangereuses. Le staphylocoque produit ces toxines à température ambiante dans les aliments laissés sans réfrigération. Une salade de poulet laissée sur une table pendant 2 heures lors d'un buffet, des sandwichs préparés le matin et consommés l'après-midi sans réfrigération, une mayonnaise maison laissée à l'air libre, ce sont des situations extrêmement courantes qui peuvent déclencher une intoxication au staphylocoque. Les symptômes dans ce cas sont fulgurants. Ils apparaissent en 1 à 6 heures après ingestion et se caractérisent par des vomissements violents et répétés, des nausées intenses, des douleurs abdominales aiguës. C'est une intoxication alimentaire classique, mais dans les cas sévères, avec déshydratation importante, elle peut nécessiter une hospitalisation. Mais la reine des intoxications bactériennes alimentaires, celle qui fait le plus peur aux médecins et aux autorités sanitaires, c'est sans aucun doute le botulisme. Le Clostridium botulinum produit l'une des toxines les plus puissantes que la nature ait jamais créées. À titre de comparaison, la toxine botulique est environ 100 000 fois plus toxique que le cyanure. Elle agit en bloquant la transmission neuromusculaire, c'est-à-dire qu'elle empêche les nerfs de commander aux muscles. Le résultat est une paralysie progressive qui peut aller de la difficulté à avaler ou à parler jusqu'à la paralysie des muscles respiratoires et la mort par asphyxie. Ce qui est particulièrement vicieux avec le botulisme, c'est que les aliments contaminés n'ont souvent ni odeur ni goût anormal. Les principales sources sont les conserves maison mal stérilisées, le miel non pasteurisé donné aux nourrissons, certains produits fumés ou fermentés, et les conserves industrielles dont l'emballage a été endommagé. Le signe classique à surveiller avec les conserves, si le couvercle est bombé, si la boîte est gonflée, n'ouvre jamais ce produit. Jette-le immédiatement sans même essayer de le sentir, car dans certains cas, même les vapeurs dégagées à l'ouverture d'une boîte fortement contaminée peuvent être dangereuses. Continuons avec les poisons naturels présents dans nos aliments. Parce que oui, certains aliments que tu consommes peut-être régulièrement contiennent des substances naturellement toxiques que la préparation et la cuisson doivent éliminer. Si ces étapes ne sont pas respectées, les conséquences peuvent être graves. Prenons l'exemple du manioc. En Afrique centrale et de l'Ouest, le manioc est un aliment de base consommé par des millions de personnes chaque jour. Mais peu de gens savent que le manioc cru contient des composés cyanogènes, principalement la linamarine et la lotostraline, qui se décomposent en acide cyanhydrique dans le corps humain. L'acide cyanhydrique, c'est le cyanure. Les variétés amères de manioc peuvent contenir des concentrations suffisamment élevées pour provoquer des intoxications au cyanure si elles ne sont pas préparées correctement. La préparation traditionnelle, qui implique le trempage, le pelage, la fermentation et la cuisson, permet d'éliminer la grande majorité de ces composés. Mais des préparations insuffisantes, des raccourcis dans la préparation, l'utilisation de variétés particulièrement amères sans savoir les traiter correctement, ont provoqué des intoxications parfois massives dans certaines communautés.
Une maladie particulière appelée le konzo, qui provoque une paralysie spastique permanente des membres inférieurs, est directement liée à la consommation chronique de manioc mal préparé. Des enfants en bas âge ont développé cette maladie irréversible à cause du manioc insuffisamment traité. Ce n'est pas un exemple théorique, c'est une réalité documentée dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. Les haricots rouges crus ou insuffisamment cuits contiennent une lectine appelée phytohémagglutinine, qui est extrêmement toxique. Consommer des haricots rouges crus ou simplement trempés dans l'eau peut provoquer des vomissements violents et des diarrhées sévères en quelques heures seulement. La cuisson à ébullition forte pendant au moins 10 minutes détruit cette lectine. Mais il y a un paradoxe dangereux ici que la plupart des gens ignorent totalement. Des haricots cuits à basse température dans une mijoteuse lente peuvent en réalité être plus toxiques que des haricots crus, parce que la chaleur modérée active la phytohémagglutine avant de la détruire. Si tu utilises une mijoteuse lente pour préparer des haricots rouges, tu dois d'abord les faire bouillir vigoureusement pendant au moins 10 minutes dans une casserole normale avant de les transférer dans ta mijoteuse. C'est une règle absolue, sans aucune exception possible. Les pommes de terre vertes sont un autre exemple classique et largement sous-estimé. Quand une pomme de terre est exposée à la lumière, elle produit un alcaloïde toxique appelé la solanine. Cette solanine se concentre principalement sous la peau et dans les zones vertes. La solanine est résistante à la chaleur, donc la cuisson ne l'élimine pas complètement. Une pomme de terre fortement verdissante peut contenir des quantités de solanine suffisantes pour provoquer des maux de tête, des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et dans les cas d'intoxication sévère, des symptômes neurologiques incluant la confusion et les convulsions. La règle est simple et sans compromis. Si une pomme de terre est verte, coupe généreusement toute la partie verte et si elle est massivement verte ou qu'elle a germé abondamment, jette-la. Ne l'économise pas par souci de ne pas gaspiller. Cette fausse économie peut te coûter beaucoup plus cher que la pomme de terre elle-même. Maintenant parlons d'une source d'empoisonnement qui touche des millions de personnes dans le monde et qui est probablement la plus sous-estimée de toutes, les champignons sauvages. En Afrique, en Asie, en Europe et dans les Amériques, la cueillette de champignons sauvages est une pratique culturelle ancestrale qui fait partie du patrimoine alimentaire de nombreux peuples. Et chaque année, des centaines de personnes meurent à cause de champignons toxiques consommés par erreur, confondus avec des espèces comestibles parfaitement ressemblantes. Le champion absolu des champignons tueurs, celui qui est responsable de la grande majorité des décès par intoxication aux champignons dans le monde, c'est l'amanite phalloïde, parfois surnommée la coupe de la mort. Ce champignon contient des amatoxines qui sont parmi les poisons naturels les plus puissants connus de la science. Et voici ce qui le rend si mortellement dangereux, en plusieurs points que je veux que tu retiennes absolument. Premièrement, il ressemble énormément à plusieurs espèces comestibles, particulièrement aux champignons de Paris pour les non-initiés. Deuxièmement, la cuisson ne détruit pas les amatoxines, donc même bien cuit, un champignon contenant ces toxines reste mortel. Troisièmement, et c'est peut-être le plus sournois, l'intoxication se déroule en plusieurs phases distinctes, avec une phase initiale où tu sembles aller mieux après les premiers symptômes, ce qui donne l'illusion trompeuse que le danger est passé, alors qu'en réalité tes organes vitaux sont en train d'être détruits de l'intérieur. La phase initiale apparaît 6 à 24 heures après consommation et se manifeste par des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales, puis vient une phase de rémission trompeuse qui dure 24 à 72 heures, pendant laquelle la personne se sent mieux et pense souvent être guérie. Elle reprend ses activités normales, elle mange, elle dort, elle va bien en apparence. Mais en réalité, les amatoxines continuent de détruire les cellules du foie et des reins de manière silencieuse et implacable. La troisième phase est celle de l'insuffisance hépatique et rénale aiguë, qui peut nécessiter une transplantation hépatique urgente pour sauver la vie du patient. Sans traitement médical intensif débuté très tôt, le décès survient généralement entre 5 et 10 jours après consommation. La règle absolue avec les champignons sauvages est d'une simplicité totale. Si tu n'es pas capable d'identifier avec une certitude absolue et documenter l'espèce que tu as cueillie, tu ne la manges pas. Point final. Il n'y a pas de règle empirique fiable, pas d'astuce de grand-mère qui tient la route. La seule protection, c'est la connaissance exacte de l'espèce. Passons maintenant à une autre catégorie de poisons que j'aurais aimé mieux connaître, les plantes toxiques présentes dans notre environnement quotidien. Et ici, je dois te dire quelque chose d'important. Nous vivons dans une époque où la médecine traditionnelle, les plantes médicinales, les remèdes naturels connaissent un regain d'intérêt considérable et ce n'est pas forcément mauvais en soi.
Beaucoup de plantes ont des propriétés médicinales réelles et scientifiquement documentées, mais beaucoup d'autres sont dangereuses, et la ligne entre une plante médicinale bénéfique et une plante toxique est souvent extrêmement mince. Elle dépend de la dose, de la préparation, de l'espèce exacte utilisée et de la condition médicale de la personne qui la consomme. Il y a des plantes ornementales extrêmement communes dans nos jardins, nos maisons, nos espaces verts qui sont hautement toxiques et qui font des victimes chaque année, particulièrement des enfants. Le laurier rose, ce magnifique arbuste aux fleurs roses ou blanches qu'on trouve dans de nombreux jardins méditerranéens et tropicaux, contient des cardénolides, des composés qui perturbent gravement le rythme cardiaque. Toutes les parties de la plante sont toxiques. Les feuilles, les fleurs, les fruits, les tiges et même l'eau dans laquelle des feuilles ont trempé. Des cas d'empoisonnement mortel ont été documentés chez des personnes qui avaient utilisé des tiges de laurier rose comme brochette pour faire griller de la viande au barbecue. Le feu ne détruit pas suffisamment les toxines et les résidus sur les tiges empoisonnent la viande. Des enfants ont été intoxiqués en mâchant des feuilles ou des fleurs de laurier rose par curiosité. Les symptômes incluent des troubles du rythme cardiaque potentiellement fatals, des nausées, des vomissements, des vertiges et une hypotension sévère. Le Dieffenbachia, cette plante d'intérieur extrêmement populaire pour sa beauté et sa facilité d'entretien, contient des cristaux d'oxalate de calcium et des protéines toxiques qui, au contact de la muqueuse buccale, provoquent une inflammation intense et un gonflement de la bouche, de la langue et de la gorge. Dans les cas sévères, ce gonflement peut être suffisamment important pour obstruer les voies aériennes. Chez les petits enfants qui mettent naturellement tout dans leur bouche, cette plante représente un danger réel. Son surnom anglais, dumb cane, qui se traduit par canne muette, vient du fait qu'elle peut rendre temporairement incapable de parler à cause du gonflement et de la douleur qu'elle provoque dans la bouche et la gorge. La plante est à garder absolument hors de portée des enfants et des animaux domestiques. L'if, cet arbre majestueux souvent planté dans les cimetières et les jardins formels, est l'une des plantes les plus toxiques d'Europe. Presque toutes ses parties contiennent de la taxine, un alcaloïde qui provoque une défaillance cardiaque rapide. Seule la chair rouge du fruit, appelée aril, est non toxique, mais la graine qu'elle contient est hautement venimeuse. Des enfants ont été intoxiqués en mangeant les petits fruits rouges attrayants de l'if, avalant accidentellement les graines. La taxine agit directement sur le cœur, provoquant des troubles du rythme qui peuvent être fatals en quelques heures seulement. Et particulièrement alarmant, l'exposition aux vapeurs dégagées lors de la taille de l'if peut provoquer des maux de tête et des nausées chez les jardiniers non protégés. La digitale pourpre, avec ses superbes cloches violettes ou blanches, contient des glycosides cardiaques dont sont dérivés certains médicaments cardiologiques. Mais dans les mains de quelqu'un qui ne connaît pas exactement la dose thérapeutique, c'est un poison redoutable. Des cas d'intoxication sont survenus quand des gens ont préparé des tisanes à partir de feuilles de digitale, croyant bénéficier de ses propriétés médicinales, sans savoir que la limite entre la dose thérapeutique et la dose toxique est extrêmement étroite. La belladone, dont le nom signifie belle femme en italien, était utilisée par les femmes de la Renaissance pour dilater leurs pupilles et les rendre plus attrayantes en instillant quelques gouttes du jus de la plante dans leurs yeux. Mais la belladone contient de l'atropine, de la scopolamine et d'autres alcaloïdes dont les effets systémiques peuvent être dramatiques. Hallucinations, tachycardie sévère, hyperthermie, convulsions et dans les cas d'intoxication sévère, mort. Les baignoires brillantes de la belladone sont particulièrement dangereuses pour les enfants car elles sont sucrées et attrayantes. Pendant 6 à 10 baies seulement peuvent tuer un enfant. La ciguë, cet ombellifère qui ressemble tellement à plusieurs plantes comestibles comme le persil sauvage, la carotte sauvage ou le fenouil, est tristement célèbre pour avoir tué Socrate dans l'Antiquité. La cicutine et la cohirine qu'elle contient provoquent une paralysie ascendante des muscles, commençant par les jambes et remontant progressivement jusqu'aux muscles respiratoires. La mort survient par asphyxie progressive. Dans les campagnes où les gens cueillent encore des plantes sauvages pour s'alimenter, la confusion entre la ciguë et des plantes comestibles fait encore des victimes aujourd'hui. Maintenant, changeons de registre et parlons d'une source d'empoisonnement qui touche massivement les populations africaines et que j'aimerais aborder avec beaucoup de sérieux et de précision. Les poisons utilisés dans un contexte de sorcellerie ou de pratiques traditionnelles. Je sais que c'est un sujet sensible, mais il est absolument nécessaire d'en parler franchement et scientifiquement, parce que des vies en dépendent. Dans de nombreuses communautés africaines, la croyance en l'empoisonnement par des tiers à des fins malveillantes est très répandue, et cette croyance n'est pas toujours sans fondement. Des substances toxiques sont parfois effectivement utilisées à des fins de nuisance, et les personnes qui les utilisent ont souvent une connaissance empirique, transmise de génération en génération, des plantes et substances locales qui peuvent rendre malades ou tuer. Parmi les substances les plus souvent mentionnées dans ce contexte en Afrique subsaharienne,
On retrouve l'utilisation de certaines plantes locales extrêmement toxiques que je vais mentionner non pas pour donner des idées à quiconque, mais pour permettre aux médecins et aux familles de reconnaître les symptômes et de réagir correctement. La strophantine, extraite de certaines lianes africaines du genre Strophanthus, est un glycoside cardiaque extrêmement puissant qui était traditionnellement utilisé comme poison de flèche par certains peuples africains lors de la chasse. Son action sur le cœur est rapide et potentiellement fatale. Sa lésérine ou physostigmine extraite de la fève de Calabar, une plante originaire d'Afrique de l'Ouest, inhibe l'acétylcholinestérase, une enzyme essentielle au fonctionnement du système nerveux, produisant des effets similaires aux insecticides organophosphorés. Des troubles de la vision, des convulsions, une salivation excessive, et dans les cas sévères, une paralysie respiratoire peuvent survenir. Ce que je veux que tu comprennes dans ce contexte, c'est que quand quelqu'un dans ta communauté tombe subitement malade après avoir consommé quelque chose, ou après avoir été en contact avec quelque chose, dans un contexte suspect, il ne faut pas perdre de temps à chercher des explications surnaturelles, ou à consulter uniquement des praticiens traditionnels. Il faut aller immédiatement aux urgences médicales les plus proches et donner aux médecins toutes les informations disponibles sur ce qui a pu être consommé, quand et dans quelles circonstances. Le temps est absolument critique dans la prise en charge des intoxications. Chaque minute compte. Parlons maintenant des poisons domestiques, parce que c'est dans nos propres maisons que se trouvent certains des risques d'empoisonnement les plus fréquents et les plus méconnus. Regarde autour de toi en ce moment. Dans ta cuisine, dans ta salle de bain, dans ton garage, dans ton jardin, tu as très probablement des dizaines de substances qui peuvent être toxiques si elles sont utilisées incorrectement, ingérées accidentellement ou mélangées entre elles. Les produits de nettoyage sont une source majeure d'intoxication domestique, particulièrement chez les enfants. L'eau de javel ou hypochlorite de sodium que tout le monde utilise pour désinfecter peut provoquer des brûlures chimiques graves de la muqueuse digestive si elle est avalée et des irritations sévères des voies respiratoires si elle est inhalée en grande quantité dans un espace confiné. Mais le danger vraiment grave avec l'eau de javel, c'est quand on la mélange avec d'autres produits ménagers communs. Le mélange eau de javel et ammoniac, par exemple, produit des chloramines gazeuses qui sont extrêmement irritantes pour les voies respiratoires et peuvent provoquer un œdème pulmonaire dans les cas d'exposition importante. Le mélange eau de javel et vinaigre produit du chlore gazeux, qui est tout aussi dangereux. Ces mélanges se font souvent par ignorance, parce que les gens pensent qu'en mélangeant deux produits nettoyants, ils obtiendront un produit encore plus efficace. Le résultat peut être catastrophique et s'est produit dans de nombreux accidents domestiques documentés. Les médicaments constituent une autre source majeure d'empoisonnement accidentel, particulièrement chez les enfants mais aussi chez les personnes âgées. Le paracétamol, que j'ai déjà mentionné, mérite qu'on s'y arrête plus longuement parce que son profil de toxicité est particulièrement trompeur. En cas de surdosage, les symptômes initiaux sont souvent bénins, voire absents pendant les premières heures. La personne peut se sentir parfaitement bien ou n'avoir que de légères nausées. Pendant ce temps, le métabolite toxique du paracétamol, la N-acétylparabenzoquinonémine ou NAPQI, s'accumule dans le foie et détruit progressivement les cellules hépatiques. Les symptômes graves d'insuffisance hépatique n'apparaissent souvent qu'après 24 à 72 heures, quand les dommages sont déjà considérables. C'est pourquoi toute suspicion de surdosage au paracétamol, même chez quelqu'un qui se sent bien, doit être traitée comme une urgence médicale absolue et conduire à une consultation aux urgences immédiatement. L'ibuprofène et les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens pris en surdosage ou sur une longue période peuvent provoquer des ulcères gastriques, des hémorragies digestives et une insuffisance rénale. Les personnes âgées, qui prennent souvent plusieurs médicaments simultanément et dont les reins sont moins efficaces, sont particulièrement vulnérables. Les interactions médicamenteuses, c'est-à-dire les effets toxiques qui résultent de la combinaison de deux médicaments différents, qui peuvent sembler inoffensifs pris séparément, sont également une source fréquente d'intoxication médicamenteuse accidentelle. C'est pour cette raison qu'il est absolument indispensable de toujours informer ton médecin de tous les médicaments que tu prends, y compris les médicaments en vente libre, les compléments alimentaires et les préparations traditionnelles. Les pesticides et insecticides sont une catégorie de substances extrêmement dangereuses, largement utilisées dans les foyers, les jardins et les champs agricoles. Les organophosphorés, qui constituent une grande famille d'insecticides et de pesticides, agissent en inhibant l'acétylcholinestérase dans le système nerveux des insectes. Le problème, c'est qu'ils inhibent la même enzyme chez les humains. Chez les humains, une exposition significative à ces substances peut provoquer un syndrome cholinergique caractérisé par une salivation excessive, des larmoiements, une transpiration abondante, une bradycardie,
Une bronchoconstriction, des vomissements, des diarrhées, des myosis, des fasciculations musculaires et dans les cas graves, des convulsions et une paralysie respiratoire. En Afrique, les intoxications aux pesticides organophosphorés sont relativement fréquentes, particulièrement dans les zones agricoles où ces substances sont utilisées sans équipement de protection adéquat. Des enfants ont été intoxiqués après avoir joué dans des champs traités ou dans des zones où des pesticides avaient été stockés sans précaution. Les métaux lourds représentent une autre catégorie importante de poisons domestiques et environnementaux. Le plomb, par exemple, est un poison cumulatif qui s'accumule progressivement dans l'organisme et cause des dommages neurologiques qui peuvent être irréversibles, particulièrement chez les enfants dont le cerveau est encore en développement. Les principales sources d'exposition au plomb dans les pays en développement incluent les peintures anciennes dans les vieilles maisons, les canalisations en plomb, certains ustensiles de cuisine et vaisselle traditionnels, certaines cosmétiques traditionnelles et produits de beauté, et certains remèdes traditionnels. L'empoisonnement au plomb est particulièrement insidieux parce qu'il est chronique, progressif et souvent asymptomatique jusqu'à ce que des dommages significatifs soient déjà causés. Chez les enfants, il se manifeste par des troubles du développement cognitif, des difficultés d'apprentissage, des troubles du comportement et dans les cas sévères, des convulsions et une encéphalopathie. Le mercure est un autre métal lourd particulièrement toxique. On peut y être exposé de plusieurs façons. La consommation régulière de poissons prédateurs de grande taille comme le thon, l'espadon ou le requin, qui concentrent le méthylmercure dans leurs tissus, peut entraîner une intoxication chronique au mercure chez les gros consommateurs de ces poissons. Dans certaines communautés d'Afrique de l'Ouest, l'utilisation de crèmes éclaircissantes contenant du mercure inorganique est encore courante, et une absorption cutanée significative peut se produire avec une utilisation prolongée. Les symptômes d'intoxication chronique au mercure incluent des tremblements, des troubles de la mémoire et de la concentration, des changements de personnalité, des troubles de la coordination et, dans les cas graves, des dommages rénaux et neurologiques permanents. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'extrêmement important que peu de gens connaissent. L'empoisonnement à l'oxyde de carbone. L'oxyde de carbone, parfois appelé monoxyde de carbone ou CO, est un gaz invisible, inodore et insipide que produit la combustion incomplète de n'importe quel combustible contenant du carbone. Bois, charbon, pétrole, gaz, kérosène. En Afrique, où l'utilisation de réchauds à charbon ou à pétrole dans des espaces confinés est courante, et où des générateurs à essence fonctionnent souvent à l'intérieur ou près des habitations pendant les coupures de courant, l'intoxication au monoxyde de carbone est un tueur silencieux qui fait des ravages sans que les victimes comprennent ce qui leur arrive. L'oxyde de carbone se lie à l'hémoglobine du sang, l'empêchant de transporter l'oxygène vers les organes. Comme le gaz est invisible et inodore, les victimes n'ont aucun moyen de détecter sa présence. Les symptômes initiaux ressemblent à une grippe ou à une fatigue ordinaire, maux de tête, vertige, nausées, fatigue, confusion légère. Beaucoup de gens vont se recoucher en pensant qu'ils ont simplement besoin de repos. Mais si l'exposition continue, les symptômes s'aggravent rapidement vers une perte de connaissance, des convulsions et la mort. Des familles entières ont péri dans leur sommeil à cause d'un générateur qui fonctionnait dans une pièce adjacente ou d'un réchaud à charbon allumé pour se réchauffer la nuit dans une pièce mal ventilée. Si plusieurs personnes dans la même maison commencent à se sentir mal en même temps, si vous ressentez tous de la fatigue, des maux de tête et des nausées simultanément, sortez immédiatement de la maison et appelez les secours. Ne perdez pas de temps à chercher l'explication à l'intérieur. Sortez d'abord, cherchez l'explication ensuite. Voilà, j'ai maintenant parlé de nombreuses sources d'empoisonnement. Mais revenons à mon histoire personnelle, parce que je pense que le récit concret est souvent plus parlant que les explications théoriques. Ce soir-là, sur mon lit, avec mes tremblements et mes sueurs froides, j'ai commis la première erreur classique que font la plupart des gens dans cette situation. J'ai attendu. J'ai pensé que ça allait passer. J'ai voulu me convaincre que ce n'était rien, que j'étais en train de dramatiser, que demain matin j'irais mieux. Cette tendance à minimiser les symptômes, à ne pas vouloir déranger les autres, à avoir honte de sembler faible ou hypocondriaque, cette tendance est l'une des choses qui tue le plus de gens dans les situations d'intoxication. Parce que dans la plupart des empoisonnements, le temps est absolument critique. Chaque minute qui passe sans traitement peut signifier des dommages organiques supplémentaires, irréversibles. Heureusement, c'est mon cousin qui était avec moi ce soir-là, qui a insisté pour qu'on aille aux urgences. Il a vu mon état, il a vu que quelque chose ne tournait vraiment pas rond, et il n'a pas accepté mes protestations. Il m'a littéralement soulevé de mon lit et mis dans la voiture. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie. Pas un médicament miraculeux. Pas une intervention surnaturelle, pas une connaissance médicale extraordinaire, juste un cousin qui a refusé d'attendre et qui m'a emmené à l'hôpital immédiatement. Voilà. Au moment où j'arrive aux urgences, j'ai du mal à marcher seul. Les médecins m'examinent rapidement,
prennent mes constantes et commencent immédiatement un traitement sans même attendre les résultats complets des analyses. Parce que c'est comme ça que ça marche dans les situations d'intoxication grave. On traite en parallèle du diagnostic. Pendant qu'on cherche ce qui s'est passé, on stabilise le patient. Les analyses de sang et d'urine que les médecins ont faites cette nuit-là ont révélé quelque chose qui m'a surpris. J'avais consommé, sans le savoir, une quantité significative de solanine, ce composé toxique que j'ai mentionné plus tôt, celui présent dans les pommes de terre vertes et les parties verdissantes des solanacées. La source, on l'a retrouvée le lendemain en inspectant ce que j'avais mangé, une préparation à base d'aubergines achetée dans un restaurant local, qui avait utilisé des aubergines partiellement verdissantes à la tige, une zone où la solanine se concentre naturellement dans cette famille de plantes. En quantité normale, cela n'aurait pas posé de problème. Mais la portion que j'avais consommée, la chaleur, ma sensibilité individuelle ce soir-là, plusieurs facteurs combinés avaient créé les conditions d'une tentixation. Ce n'était pas une tentative de m'empoisonner, ce n'était pas de la malveillance, et c'était de l'ignorance, combinée à un manque de précaution dans la préparation alimentaire. Ce que cette expérience m'a appris est immense, et je veux maintenant partager avec toi les leçons concrètes que j'en ai tirées. La première leçon est celle que j'ai déjà mentionnée, ne jamais attendre quand les symptômes sont suffisamment sérieux pour te faire penser que quelque chose ne va pas vraiment. Ton instinct de survie existe pour une raison. Écoute-le. Mais maintenant, je veux t'enseigner quelque chose d'absolument crucial. Comment reconnaître les signes d'un empoisonnement ? Parce que la différence entre une intoxication et un simple malaise peut parfois n'être visible qu'à travers certains signes spécifiques que tu dois connaître. Et je vais te les donner maintenant, de façon précise et mémorisable. Le premier groupe de signes, ce sont les signes digestifs. Des nausées, des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales après avoir mangé ou bu quelque chose. Ces signes seuls peuvent indiquer une simple indigestion, mais leur intensité, leur rapidité d'apparition et leur association avec d'autres symptômes sont importants. Des vomissements violents et répétés qui commencent très rapidement après un repas dans l'heure qui suit orientent fortement vers une intoxication alimentaire bactérienne. Des vomissements qui apparaissent 6 à 24 heures après le repas évoquent plutôt une contamination bactérienne comme la salmonelle. Si les vomissements ou les selles contiennent du sang, c'est un signe d'alarme majeur qui justifie une consultation médicale en urgence absolue. Le deuxième groupe de signes, ce sont les signes neurologiques. Des maux de tête intenses et inhabituels, des vertiges sévères, une confusion mentale, des difficultés à parler ou à formuler ses pensées, des troubles de la vision, une faiblesse musculaire progressive, des engourdissements ou picotements dans les membres, des tremblements, des convulsions. Ces signes neurologiques sont particulièrement alarmants dans un contexte d'intoxication possible parce qu'ils indiquent que le poison atteint le système nerveux central. Les convulsions dans ce contexte représentent une urgence médicale absolue. Le troisième groupe de signes, ce sont les signes cardiovasculaires. Des palpitations, un pouls trop rapide ou au contraire trop lent et irrégulier, une sensation de chaleur ou de froid extrême, une pâleur ou une cyanose, c'est-à-dire une teinte bleutée des lèvres et des ongles. Ces signes indiquent que le poison affecte le fonctionnement du cœur ou de la circulation sanguine. Ils constituent une urgence médicale absolue. Le quatrième groupe de signes, ce sont les signes respiratoires. Une difficulté à respirer, une sensation d'oppression thoracique, un essoufflement au repos, une respiration rapide ou au contraire anormalement lente, un sifflement à la respiration. Ces signes peuvent indiquer que le poison affecte les voies respiratoires ou les muscles respiratoires, ce qui peut évoluer rapidement vers un arrêt respiratoire. Le cinquième groupe de signes, ce sont les signes cutanés et oculaires. Une rougeur intense du visage et du corps, une transpiration excessive ou au contraire une sécheresse anormale de la peau, une dilatation ou une constriction excessive des pupilles, un jaunissement de la peau et des yeux qui indiquent une atteinte hépatique. Ces signes peuvent fournir des indices importants sur la nature du poison en cause. Or, il y a deux signes qui méritent une attention particulière parce qu'ils sont souvent mal interprétés. Premièrement, la dilatation ou la constriction des pupilles. Des pupilles très dilatées aussi larges que possible peuvent indiquer une intoxication par des substances anticholinergiques comme la belladone, certains antihistaminiques en surdosage ou certaines drogues. Des pupilles très contractées, réduites à la taille d'une tête d'épingle, peuvent indiquer une intoxication aux opioïdes ou aux organophosphorés. Regarder les yeux de quelqu'un que tu suspectes d'avoir été empoisonné peut te donner une information précieuse à communiquer au médecin. Deuxièmement, l'odeur de l'haleine. Une haleine qui sent l'amande amère peut indiquer une intoxication au cyanure. Une haleine qui sent l'ail peut indiquer une intoxication aux organophosphorés ou à l'arsenic. Une haleine fruitée ou d'acétone peut indiquer une cétoacidose, qui n'est pas une intoxication à proprement parler, mais une urgence médicale diabétique.
Or, ce sont des indices qui peuvent t'aider à identifier rapidement le type d'intoxication et à orienter le traitement. La 5e étape, sois honnête avec les médecins. Je sais que dans certaines cultures, et particulièrement quand il s'agit de substances dont on ne voudrait pas admettre la consommation, il peut être tentant de minimiser ou de masquer ce qui s'est passé. Mais les médecins sont là pour soigner, pas pour juger. Chaque information que tu leur donnes, même gênante, peut les aider à identifier plus vite le bon traitement. Si tu penses que quelqu'un t'a empoisonné intentionnellement, dis-le au médecin. Si tu penses qu'il s'agit d'une intoxication alimentaire chez une personne âgée ou un enfant, précise les aliments consommés dans les dernières 24 heures. Si tu as pris un médicament ou une préparation quelconque, mentionne-le même si tu penses que ça n'a rien à voir. Maintenant, parlons des erreurs à ne pas faire. Parce que dans la panique d'une situation d'intoxication, les gens font souvent des choses qui aggravent considérablement la situation au lieu de l'améliorer. Et certaines de ces erreurs sont des croyances très répandues qu'il faut absolument déconstruire. La première erreur, et probablement la plus répandue et la plus dangereuse, c'est de faire vomir la personne. Beaucoup de gens pensent que si quelqu'un a avalé quelque chose de toxique, la première chose à faire est de le faire vomir pour expulser le poison. Cette idée semble logique, mais dans de nombreux cas, elle est fausse et peut être mortellement dangereuse. Premièrement, certains poisons causent des brûlures chimiques en descendant dans l'œsophage et l'estomac. Les faire remonter par le vomissement provoque exactement les mêmes brûlures au retour, aggravant considérablement les lésions. C'est le cas avec les caustiques comme la soude, l'acide chlorhydrique, l'eau de javel concentrée. Deuxièmement, certaines substances comme les hydrocarbures, le pétrole, l'essence, peuvent lors du vomissement être aspirées dans les poumons et provoquer une pneumopathie chimique, une inflammation gravissime du tissu pulmonaire. Troisièmement, chez une personne dont la conscience est altérée ou qui risque de la perdre, le vomissement peut entraîner une halation du vomi dans les voies aériennes, ce qu'on appelle une fausse route, qui peut provoquer une asphyxie. Pour toutes ces raisons, ne provoque jamais le vomissement chez quelqu'un qui a avalé une substance potentiellement toxique, sans avoir reçu l'instruction explicite de le faire de la part d'un professionnel de santé ou d'un centre anti-poison. Cette règle est absolue. La deuxième erreur fréquente est de donner du lait pour neutraliser un poison. Le lait a longtemps été conseillé comme antidote universel dans la croyance populaire. La réalité est qu'il n'existe pas d'antidote universel et que le lait ne neutralise efficacement qu'un nombre très restreint de poisons. Pour la grande majorité des intoxications, le lait est sans effet sur le poison lui-même. Et dans certains cas, comme pour les poisons liposolubles, le lait peut même augmenter leur absorption dans l'organisme. Donne de l'eau si la personne est consciente et capable d'avaler, mais pas du lait comme antidote supposé. La troisième erreur est d'attendre que les symptômes empirent avant d'aller consulter. J'en ai déjà parlé, mais ça mérite d'être répété parce que c'est tellement ancré dans nos comportements. L'attente dans une situation d'intoxication peut être fatale. Le traitement d'une intoxication est presque toujours plus efficace et moins invasif s'il est initié tôt dans l'évolution. Plus tu attends, plus les dommages sont importants et plus le traitement est difficile. La quatrième erreur est de se fier aux recettes traditionnelles ou aux décoctions de plantes pour traiter une intoxication grave. Je respecte profondément les savoirs traditionnels et les médecines ancestrales, et je crois que certains remèdes naturels ont une valeur thérapeutique réelle. Mais dans le cas d'une intoxication aiguë grave, l'urgence est à la réanimation et au traitement médicalisé. Aucune décoction ne peut remplacer le charbon activé administré à l'hôpital, aucune plante ne peut remplacer l'atropine pour traiter une intoxication aux organophosphorés, aucun remède traditionnel ne peut remplacer la N-acétylcystéine pour protéger le foie d'une surdose de paracétamol. Ces traitements sont spécifiques, temporellement critiques et nécessitent une surveillance médicale. La cinquième erreur est de ne pas aller aux urgences parce qu'on pense que c'est trop loin, trop cher ou que ce n'est pas si grave. Je comprends les contraintes d'accès aux soins dans beaucoup de contextes africains. Je sais que les urgences ne sont pas toujours à côté, que les soins coûtent de l'argent, que les hôpitaux inspirent parfois de la méfiance. Mais dans une situation d'intoxication grave, il faut surmonter ces obstacles. Une mort par intoxication non traitée coûte infiniment plus que n'importe quelle note d'hôpital. Et dans les cas où l'accès aux soins est vraiment impossible dans l'immédiat, appelle quelqu'un qui a des connaissances médicales, un médecin de ta connaissance, une infirmière, un pharmacien, pour avoir des conseils sur ce que tu peux faire en attendant de pouvoir accéder à des soins. Maintenant parlons de quelque chose qui est très proche de nous dans la culture africaine et qui mérite un traitement spécifique et nuancé. La question des poisons utilisés dans un contexte de conflit interpersonnel ou de pratiques occultes. Je veux aborder ce sujet avec un respect total pour les croyances culturelles, tout en étant absolument honnête sur les faits médicaux. Il est indéniable que dans de nombreuses sociétés africaines, la peur d'être empoisonné par quelqu'un qui vous veut du mal est réelle et profondément enracinée dans la culture.
Et cette peur n'est pas toujours irrationnelle. Des actes d'empoisonnement délibérés ont lieu dans nos sociétés, comme ils ont lieu dans toutes les sociétés humaines du monde. Ce qui est important, c'est de savoir réagir correctement si tu as des raisons de croire que tu ou quelqu'un de ta famille a été délibérément empoisonné. La première chose à faire est exactement la même que pour n'importe quelle autre intoxication. Aller aux urgences médicales immédiatement. Ne perds pas un temps précieux en consultation qui pourrait retarder les soins médicaux urgents. Une fois que la personne est en sécurité médicalement et que son état est stabilisé, si tu as vraiment des raisons de croire à un acte délibéré, c'est une affaire judiciaire. Contacte les autorités. Une intoxication délibérée est un acte criminel. Les médecins peuvent dans de nombreux pays produire des certificats médicaux qui documentent l'intoxication et peuvent être utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire. Mais prioritairement, toujours, la vie de la personne intoxiquée passe avant tout le reste. Je veux aussi aborder la question de l'automédication dans le contexte des intoxications. Parce que dans de nombreuses communautés, la première réaction face à une maladie est de recourir à des médicaments achetés sans ordonnance dans des pharmacies, des marchés ou auprès de vendeurs ambulants. Cette pratique est risquée dans les meilleurs des cas, mais dans le contexte d'une intoxication, elle peut être vraiment dangereuse. Donner un médicament contre les nausées et vomissements à quelqu'un qui a été empoisonné peut masquer des symptômes qui seraient précieux pour le diagnostic. Donner des analgésiques peut modifier le tableau clinique de manière à compliquer la prise en charge. Et certains médicaments en automédication peuvent interagir dangereusement avec certains poisons. La règle est simple. Dans tout contexte d'intoxication possible, la première ressource, c'est un professionnel de santé, pas la pharmacie du marché. Parlons maintenant d'un sujet que je n'ai pas encore abordé mais qui est absolument fondamental, la prévention. Parce que le meilleur traitement d'une intoxication, c'est de ne jamais en avoir. Et la prévention des intoxications est largement entre nos mains. Elle dépend de nos connaissances, de nos habitudes et de nos comportements quotidiens. Dans la cuisine d'abord. Lave toujours soigneusement les fruits et légumes avant de les consommer. Cette étape simple élimine non seulement les bactéries et les pesticides résiduels en surface, mais aussi certaines toxines naturelles qui peuvent se concentrer à la surface des produits. Fais cuire tous les aliments d'origine animale à température suffisante. La volaille doit être cuite jusqu'à ce que les jus soient clairs et sans trace de rose. Le bœuf haché doit être cuit à cœur. Les fruits de mer doivent être consommés très frais et bien cuits, sauf si tu es absolument certain de leur fraîcheur et de leur origine. Et réfrigère rapidement les restes de repas. Ne laisse jamais un plat cuisiné à température ambiante pendant plus de 2 heures. Si la température extérieure est élevée, comme c'est souvent le cas en Afrique, le délai est encore plus court, 1 heure maximum. Méfie-toi des plats préparés par des vendeurs de rue dont les conditions d'hygiène sont douteuses, particulièrement les plats à base d'œufs, de mayonnaise, de crème ou de viande. Ce n'est pas une question de préjugés contre la nourriture de rue que j'adore personnellement, c'est une question de vigilance raisonnée face aux risques. Ne stocke jamais les aliments et les produits ménagers dans les mêmes placards. Range les produits d'entretien et les pesticides dans des espaces séparés, clairement identifiés et hors de portée des enfants. Ne transfère jamais un produit toxique dans un contenant alimentaire. C'est une cause très fréquente d'intoxication accidentelle. Le pétrole mis dans une bouteille de soda, la soude caustique dans un pot de yaourt, l'insecticide dans un récipient qui ressemble à un produit alimentaire. Garde tous les produits dans leur emballage d'origine avec leur étiquette, et si l'étiquette n'est plus lisible, marque le contenant toi-même de façon très claire. Dans le jardin et pour les plantes d'intérieur, apprends à identifier les plantes toxiques courantes dans ton environnement. Si tu as des enfants en bas âge ou des animaux domestiques, évite de cultiver des plantes hautement toxiques comme le laurier rose, le Dieffenbachia ou d'autres plantes ornementales toxiques dans des zones accessibles. Si tu n'es pas certain de la comestibilité d'une plante sauvage que tu as cueillie, ne la mange pas. La curiosité gastronomique est formidable, mais elle doit s'exercer avec prudence. Pour les médicaments, ne prends jamais de médicaments sans en connaître exactement la posologie et les contre-indications. Garde tous les médicaments dans leurs emballages d'origine avec leur notice. Ne donne jamais à un enfant des médicaments dosés pour adultes. Ne prends pas de médicaments prescrits pour quelqu'un d'autre. Range tous les médicaments hors de portée des enfants. Vérifie les dates de péremption et jette les médicaments périmés de façon appropriée dans une pharmacie si possible et jamais dans une poubelle accessible aux enfants. Pour les produits domestiques, lis toujours les étiquettes des produits ménagers avant de les utiliser. Respecte les consignes de dilution, de ventilation et d'équipement de protection. Ne mélange jamais des produits ménagers sans avoir vérifié leur compatibilité. Garde les produits dans leurs emballages d'origine. En cas d'utilisation dans un espace confiné, assure une ventilation adéquate.
Pour les combustibles et les générateurs, ne fais jamais fonctionner un générateur à essence à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un espace mal ventilé. Garde une distance d'au moins 6 mètres entre le générateur et toute fenêtre ou porte. N'utilise jamais un réchaud à charbon dans une chambre fermée pour te réchauffer la nuit. Assure toujours une ventilation suffisante dans les espaces où des combustibles sont brûlés. Maintenant, j'aimerais parler d'un aspect que je n'ai pas encore abordé et qui me touche personnellement en tant que personne qui s'intéresse à la santé publique, la question de l'éducation et de la transmission des savoirs sur les intoxications. Dans de nombreuses communautés africaines, des savoirs traditionnels précieux sur les plantes toxiques et les aliments dangereux ont été transmis de génération en génération par les anciens. Ces savoirs sont une richesse inestimable, mais avec l'urbanisation rapide, la rupture des liens intergénérationnels et la migration des populations loin de leur communauté d'origine, beaucoup de ces savoirs se perdent. Des personnes qui grandissent en ville n'ont pas toujours appris de leurs parents et grands-parents comment identifier les plantes toxiques, comment préparer correctement le manioc amer, comment reconnaître un champignon dangereux. C'est cette perte de savoir ancestral qui rend nos sociétés plus vulnérables à certains types d'intoxication. Il y a donc 2 tâches complémentaires qui s'imposent à nous. Il y a, premièrement, préserver et documenter les savoirs traditionnels sur les plantes toxiques et les aliments dangereux, en les intégrant dans l'éducation sanitaire communautaire. Les guérisseurs traditionnels et les anciens qui connaissent ces plantes sont des ressources précieuses qui doivent être valorisées et dont la connaissance doit être transmise et documentée avant qu'elles ne disparaissent. Deuxièmement, compléter ces savoirs traditionnels avec les connaissances scientifiques modernes sur la toxicologie, de façon accessible, dans les langues locales, à travers des canaux de communication adaptés aux réalités de chaque communauté. C'est notamment le rôle que les créateurs de contenu santé comme moi peuvent jouer. Rendre accessible une information médicale précise, fiable et adaptée culturellement. Il y a également quelque chose d'important à comprendre concernant les intoxications dites chroniques par opposition aux intoxications aiguës dont j'ai surtout parlé jusqu'à présent. Une intoxication aiguë, c'est une intoxication soudaine et intense provoquée par une exposition unique ou de courte durée à une quantité importante d'une substance toxique. Mais il existe aussi des intoxications chroniques qui résultent d'une exposition répétée à de faibles doses d'une substance toxique sur une longue période. Et ces intoxications chroniques sont souvent encore plus difficiles à diagnostiquer que les intoxications aiguës, parce que les symptômes s'installent progressivement, sont souvent discrets et non spécifiques, et peuvent facilement être confondus avec d'autres maladies. L'exemple le plus parlant en Afrique est celui de l'aflatoxine. Les aflatoxines sont des mycotoxines produites par des moisissures du genre Aspergillus, qui contaminent couramment les arachides, le maïs, le manioc, le sorgho, et d'autres denrées alimentaires de base lorsqu'elles sont stockées dans des conditions humides et chaudes. Ces conditions sont malheureusement très communes en Afrique subsaharienne, où les infrastructures de stockage post-récolte sont souvent insuffisantes. L'exposition chronique aux aflatoxines est reconnue comme l'un des principaux facteurs de risque du cancer du foie, une pathologie dont l'incidence est particulièrement élevée en Afrique subsaharienne. Elle provoque également une immunosuppression chronique, rendant les enfants plus vulnérables aux infections. Et chez les enfants, une exposition chronique aux aflatoxines en bas âge a été associée à un retard de croissance et à des troubles du développement cognitif. Des études menées en Afrique de l'Ouest ont montré que des proportions significatives d'enfants testés dans certaines communautés avaient des taux d'aflatoxines détectables dans leur sang, reflet d'une exposition alimentaire chronique. La prévention des intoxications aux aflatoxines passe par de meilleures pratiques de stockage des denrées. Stocker les céréales et les légumineuses dans des récipients hermétiques et secs, dans des endroits frais et ventilés. Ne jamais consommer des aliments qui présentent des traces de moisissure visibles. Ne pas donner à des enfants des arachides ou des grains qui ont une odeur rance ou qui présentent des taches de moisissure. Ces pratiques simples peuvent réduire significativement l'exposition chronique aux aflatoxines. Un autre poison chronique très répandu dans certaines communautés africaines est l'alcool. Je sais que ça peut sembler déplacé de parler d'alcool dans une vidéo sur les poisons, mais techniquement et médicalement, l'éthanol est bien une substance toxique dont les effets aigus et chroniques sont documentés et graves. Une consommation chronique et excessive d'alcool provoque une hépatite alcoolique, une cirrhose hépatique, une pancréatite chronique, des neuropathies périphériques et une dégradation progressive de nombreuses fonctions cognitives. Ces maladies sont irréversibles dans leur stade avancé. Et l'alcool artisanal, fabriqué localement dans des conditions non contrôlées, présente des risques supplémentaires liés à la possible contamination par le méthanol, un alcool qui n'est pas l'éthanol ordinaire, mais qui peut être produit en parallèle lors de fermentation mal contrôlée. Le méthanol est extrêmement toxique. Il est métabolisé dans le foie en acide formique et en formaldéhyde,
Deux substances hautement toxiques qui attaquent le nerf optique et le système nerveux central. Des épidémies d'intoxication massive au méthanol liées à la consommation d'alcool artisanal frauduleux ont eu lieu dans plusieurs pays africains et ont tué des dizaines de personnes à chaque fois. Les signes d'une intoxication au méthanol sont importants à connaître et à distinguer d'une simple ivresse à l'éthanol. Les symptômes apparaissent généralement entre 12 et 24 heures après consommation et comprennent des troubles visuels pouvant aller jusqu'à la cécité, des maux de tête intenses, des nausées, des vomissements, une acidose métabolique sévère, et dans les cas graves, un coma et la mort. Si après avoir bu de l'alcool, tu ressens des problèmes de vision, même mineurs, ou si d'autres personnes ayant consommé la même boisson présentent des symptômes similaires, c'est une urgence médicale absolue. C'est potentiellement une intoxication au méthanol et chaque heure compte. Laisse-moi maintenant te parler de quelque chose que j'ai personnellement appris de cette expérience et que je considère comme l'une des leçons les plus importantes. L'importance de connaître les numéros d'urgence et les ressources disponibles dans ton pays pour les cas d'intoxication. En France, il existe des centres anti-poison dans plusieurs grandes villes, joignables 24 heures sur 24. Ces centres disposent d'experts qui peuvent te donner des conseils précis sur la conduite à tenir en cas d'intoxication, identifier le poison en cause d'après les symptômes et les circonstances, et te dire si une hospitalisation est nécessaire ou si une surveillance à domicile est suffisante. C'est une ressource absolument précieuse qui est malheureusement encore méconnue par beaucoup de gens. En Afrique, les ressources en toxicologie clinique varient énormément selon les pays. Certains pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ont développé des capacités de prise en charge des intoxications dans leurs structures hospitalières. Il est important de connaître les ressources disponibles dans ton pays et dans ta région. Voici maintenant ce que je t'encourage à faire après avoir regardé cette vidéo. Premièrement, note les numéros d'urgence médicale et le numéro du centre antipoison le plus proche dans ton téléphone, maintenant, pas plus tard. Deuxièmement, parle à ta famille, particulièrement à tes parents âgés et à tes enfants, des principales sources d'intoxication que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Troisièmement, fais un tour de ta maison et identifie les produits potentiellement toxiques. Vérifie qu'ils sont bien rangés hors de portée des enfants, dans leurs emballages d'origine, clairement identifiés. Quatrièmement, apprends les signes d'une intoxication et les gestes de premier secours, particulièrement la position latérale de sécurité et les bases de la réanimation cardio-pulmonaire. Cinquièmement, sois attentif à l'état de tes aliments. Ne consomme pas des aliments qui présentent des signes de détérioration, de moisissure, ou qui ont été laissés longtemps à température ambiante. Je veux aussi revenir sur quelque chose que j'ai mentionné brièvement au début, la honte que j'ai ressentie après mon intoxication. Je pense que cette honte est contre-productive et dangereuse. Elle est contre-productive parce qu'elle m'a conduit à minimiser mes symptômes et à vouloir attendre que ça passe. Elle est dangereuse parce que cette même honte conduit des milliers de personnes chaque année à ne pas consulter en urgence quand elles auraient dû le faire. Nous avons besoin de déconstruire cette honte collective face à l'ignorance médicale. Mais personne ne sait tout. Les médecins eux-mêmes ne connaissent pas tous les poisons, toutes les plantes, tous les champignons. Nous apprenons tous tout au long de notre vie, et l'ignorance n'est pas une faute morale. C'est une condition humaine normale que l'éducation peut progressivement corriger. Revenons sur ce que j'ai appris de concret de mes nuits aux urgences. Les médecins qui m'ont pris en charge ont fait plusieurs choses qui m'ont semblé importantes à comprendre et à partager. Premièrement, ils n'ont pas perdu de temps à identifier avec certitude le poison avant de commencer à me traiter. Ils ont traité les symptômes en urgence, en parallèle du diagnostic. Cette approche simultanée de la stabilisation et du diagnostic est fondamentale dans la prise en charge des intoxications graves. Deuxièmement, ils m'ont donné du charbon activé. Le charbon activé est une substance remarquable en toxicologie. C'est du charbon traité pour avoir une surface de contact extrêmement importante, ce qui lui permet d'absorber, c'est-à-dire de fixer à sa surface, de nombreux poisons dans l'estomac et l'intestin, réduisant ainsi leur absorption dans le sang. C'est l'un des traitements les plus polyvalents et les plus efficaces dans les intoxications aiguës par ingestion, lorsqu'il est administré précocement. Mais attention, le charbon activé n'est pas efficace pour tous les poisons. Il ne fonctionne pas pour les métaux lourds, les alcools, les produits caustiques, le cyanure et certaines autres substances, et il ne doit jamais être administré à une personne inconsciente ou dont la conscience est altérée, à cause du risque d'inhalation. Son administration doit donc toujours être faite sous supervision médicale. Troisièmement, les médecins m'ont perfusé pour me réhydrater et pour maintenir une élimination rénale suffisante du poison. La dilution et l'élimination urinaire sont des mécanismes naturels d'élimination des toxines que le traitement médical cherche à soutenir et à optimiser.
Quatrièmement, ils ont surveillé de près mes fonctions hépatiques et rénales avec des analyses de sang répétées toutes les quelques heures pour détecter précocement tout signe de défaillance organique et agir en conséquence. Cette surveillance biologique est cruciale parce que les organes cibles des poisons, particulièrement le foie et les reins, peuvent sembler fonctionner normalement cliniquement alors que des dommages biologiques significatifs sont déjà en cours. Je suis sorti de l'hôpital 2 jours plus tard, affaibli mais vivant. Et je peux te dire que cette expérience a changé profondément ma façon de regarder ce que je mets dans mon corps, la façon dont je stocke et prépare les aliments et ma relation aux urgences médicales. Je ne minimise plus jamais les symptômes habituels. Je ne fais plus jamais l'erreur d'attendre pour voir. Et j'ai appris à reconnaître dans mon corps les signes que quelque chose ne va vraiment pas et à leur faire confiance. Et maintenant, je veux te parler d'un sujet qui est directement lié à notre thème, mais que peu de créateurs de contenu santé abordent honnêtement, la question de la confiance dans les sources d'information médicale. Nous vivons à une époque où l'information est partout, accessible en quelques secondes sur nos téléphones, et où malheureusement les fausses informations circulent aussi vite, sinon plus vite, que les informations vérifiées. En matière de santé, et particulièrement en matière d'intoxication et de remèdes, les fausses informations peuvent tuer. Combien de fois ai-je vu circuler sur les réseaux sociaux des messages affirmant qu'une plante, un aliment, un remède de grand-mère peut neutraliser n'importe quel poison? Combien de fois ai-je lu des conseils dangereux comme faire boire du lait, provoquer le vomissement, donner de l'eau salée qui dans certaines circonstances peuvent aggraver une intoxication? Ces informations circulent dans nos familles, dans nos groupes WhatsApp, et des gens leur font confiance parce qu'elles viennent de membres de leur famille en qui ils ont confiance, pas parce qu'elles sont médicalement fondées. Ma demande, c'est que pour tout ce qui concerne la santé, tu prennes l'habitude de vérifier l'information avec des sources médicales fiables avant de l'appliquer ou de la partager. Une source médicale fiable, c'est un médecin, un pharmacien, un hôpital, un ministère de la Santé, une organisation internationale comme l'OMS, ou un site web médical reconnu et cité par des professionnels de santé. Pas un groupe WhatsApp, pas un compte de réseaux sociaux sans qualification médicale vérifiable, pas un vendeur de produits qui gagne de l'argent en te convainquant que ces produits sont des remèdes universels. Je dis ça aussi pour moi-même, je suis pas médecin. Je suis un créateur de contenu passionné par la santé qui partage des informations vérifiées, mais ma chaîne ne remplace jamais l'avis d'un professionnel de santé. Utilise cette vidéo pour te sensibiliser, pour prendre conscience des risques, pour apprendre à réagir dans les grandes lignes, mais pour toute situation médicale concrète, consulte un professionnel. Il y a une autre dimension de ce sujet que je veux aborder avant de conclure. L'empoisonnement de l'environnement et ses effets sur la santé humaine à long terme. Ou parce que les poisons ne viennent pas seulement de ce qu'on mange ou boit directement. Ils viennent aussi de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on utilise et du sol dans lequel on vit et cultive. La pollution de l'air est un tueur silencieux qui fait plus de victimes que beaucoup de maladies dont on parle bien plus. L'Organisation mondiale de la santé estime que la pollution de l'air provoque environ 7 millions de décès prématurés chaque année dans le monde. En Afrique, la pollution de l'air intérieur, due principalement à la combustion de biomasse, charbon de bois, résidus agricoles pour la cuisine et le chauffage dans des espaces mal ventilés, est une cause majeure de maladies respiratoires, cardiovasculaires et de cancer. Les femmes et les enfants qui passent le plus de temps à l'intérieur et qui cuisinent sur des feux ouverts sont les plus exposés. Le passage progressif à des combustibles plus propres comme le gaz liquéfié et l'amélioration de la ventilation des espaces de cuisine sont des mesures de santé publique dont l'impact sur la mortalité serait considérable. La contamination des eaux est un autre problème majeur. Des industries extractives, des activités minières artisanales, des usines sans traitement adéquat de leurs déchets, des pratiques agricoles intensives avec utilisation excessive de pesticides et d'engrais, contaminent progressivement les nappes phréatiques et les cours d'eau que des millions de personnes utilisent pour boire, cuisiner et se laver. La contamination de l'eau potable par des métaux lourds comme le plomb, le mercure, l'arsenic, ou par des pesticides et des nitrates, est une forme d'intoxication chronique à laquelle des populations entières peuvent être soumises sans en être conscientes. Je conclurai sur cette pensée, nous sommes entourés de poisons potentiels dans notre alimentation, dans nos maisons, dans notre environnement. Cette réalité n'est pas une raison d'avoir peur de tout et de vivre dans la paranoïa. C'est une raison de s'informer, d'être vigilant et d'agir avec prudence. Le savoir est la meilleure protection. Comprendre comment fonctionnent les poisons, comment les reconnaître, comment réagir face à eux, c'est un pouvoir que chacun d'entre nous devrait avoir. Ce n'est pas un savoir réservé aux médecins ou aux scientifiques. C'est un savoir populaire, un savoir pour tous, un savoir qui peut sauver des vies. Ce que tu as appris aujourd'hui dans cette vidéo, tu as maintenant la responsabilité de le partager. Ce n'est pas pour faire peur, mais pour informer.
Parlant à ta famille, à tes amis, dans ton quartier. Si tu as un proche qui travaille avec des pesticides sans protection, parle-lui des risques. Si tu connais des gens qui utilisent des remèdes traditionnels à base de plantes sans en connaître précisément la composition et les effets, encourage-les à se renseigner auprès d'un professionnel de santé. Si tu es parent, apprends à tes enfants à ne jamais mettre dans leur bouche des plantes ou des baies inconnues, à ne jamais toucher des produits ménagers sans autorisation adulte, et à toujours dire aux adultes s'ils ont avalé ou touché quelque chose qui pourrait être dangereux. Je veux aussi dire quelque chose d'important sur le système de santé. Mon histoire aurait pu avoir une fin tragique dans un pays sans accès aux soins d'urgence. J'ai eu la chance d'être dans un endroit où les urgences médicales existaient et fonctionnaient. Mais dans de nombreuses zones rurales et dans certains pays d'Afrique subsaharienne, l'accès aux soins d'urgence reste un défi majeur. C'est un problème structurel qui nécessite une réponse politique et collective. En attendant que cette réponse arrive, au niveau individuel et communautaire, plusieurs choses peuvent être faites. Former des agents de santé communautaires au premier secours et à la reconnaissance des intoxications. Équiper les centres de santé de base en charbon activé et en antidotes essentiels. Former les personnels de santé de premier niveau à la prise en charge initiale des intoxications les plus courantes dans leur contexte local. Développer des réseaux de référence clairs et fonctionnels pour les cas graves vers les structures spécialisées. Avant de finir, je veux revenir une dernière fois sur mon histoire personnelle et te dire quelque chose qui me semble essentiel. Ce soir-là, dans ma chambre avec mes symptômes qui s'aggravaient, j'ai failli mourir non pas à cause du poison lui-même, qui n'était pas en quantité suffisante pour être fatal dans des conditions normales, mais à cause de ma propre décision d'attendre. C'est moi qui avais le plus grand pouvoir sur ma survie ce soir-là, et c'est moi qui avais le plus grand risque de me tuer par inaction. Mon cousin a compensé mon inaction par son action. Mais la leçon, c'est que je n'aurais pas dû dépendre de son action. J'aurais dû agir moi-même. Cette autonomie dans la gestion de sa propre santé, cette capacité à reconnaître que quelque chose ne va pas, à surmonter sa honte et sa peur, à prendre la décision d'agir plutôt que d'attendre, c'est quelque chose que l'éducation sanitaire peut et doit cultiver. Pas l'éducation qui crée de la panique et de la peur maladive, mais l'éducation qui donne confiance, qui donne des outils, qui dit à chaque personne « Tu as le pouvoir de prendre soin de toi et des personnes que tu aimes. Tu as le droit de prendre ta santé au sérieux. Tu mérites des soins et tu peux y accéder. Voilà. Tu connais maintenant mon histoire. Tu sais ce que sont les principales sources d'empoisonnement dans notre vie quotidienne. Tu sais reconnaître les signes qui doivent t'alerter. Tu sais quoi faire et quoi ne pas faire dans les premières minutes cruciales d'une intoxication. Et tu sais maintenant pourquoi l'ignorance en matière de santé n'est pas un luxe qu'on peut se permettre. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un commentaire ci-dessous pour me dire ce que tu en as pensé et quelle information t'a le plus surpris ou le plus marqué. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la santé et partage cette vidéo avec les personnes que tu aimes. Pas demain, maintenant. Prends soin de toi et des tiens. À bientôt.